Mais ça, c'est une réalité, Madame Kasavubu. Mais vous diriez que le prix à payer pour la libération du Congo, c'était peut-être la mort de quelques centaines de milliers de réfugiés? Écoutez, personne ne peut souhaiter la mort des autres. Ça, c'est clair. Mais lorsque ça arrive, est-ce qu'il faut dénoncer, se contenter de dénoncer tout simplement? Il faut aussi avoir le courage de s'interroger. Quelles sont les causes qui nous ont amenés à cette situation? Et c'est là, je trouve, que l'Occident fait faillite, parce que lorsqu'il faut poser les vrais problèmes, chercher les vraies responsabilités, eh bien, elle se cache derrière des scénarios. Mais la vraie question, Madame Kasavubu, on comprend bien qu'à la base de la crise humanitaire, il y a une crise politique. Il y a donc une responsabilité politique. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas venir en aide aux réfugiés? Mais je ne dis pas cela, M. Germain, pas du tout. Mais il faut bien constater, et vous le dites si bien, crise politique, c'est vrai, mais aussi provocation politique, parce qu'on vient d'évoquer l'opération turquoise. Mais vous ne pensez pas que ça, c'était vraiment de la provocation politique majeure? Moi, je crois que c'était vraiment un déni de droit au peuple africain. Comment expliquer qu'une grande puissance comme la France puisse trouver normal de protéger des génocidaires, alors qu'il y a moins d'un demi-siècle, tout le monde était d'accord pour considérer qu'un génocide, c'est trop. Et une mort par jour, c'est toujours de trop. Donc, moi, je crois qu'il y a quand même, en cette fin de siècle, de quoi se demander si l'Occident, aujourd'hui, n'est pas en perte de vitesse quant aux valeurs morales. Parce que, franchement, je crois que l'Afrique a fait preuve quand même de grande dignité. Parce que regardez ce continent qui n'a cessé de souffrir, mais qui, à chaque étape de cette souffrance, essaye toujours de se relever malgré l'indifférence de l'Occident. Quand l'Occident se mobilise, c'est qu'il y a toujours des intérêts économiques derrière. Comment est-ce qu'on peut accepter cela aujourd'hui, en cette fin de XXe siècle? Est-ce que l'Occident ne va pas se ressaisir enfin et se dire que c'est bien de prôner les valeurs d'équité, les valeurs de justice, etc. Mais est-ce qu'il n'est pas grand temps pour l'Occident de cesser de donner des leçons et de mettre ces leçons en pratique, oui, madame? Oui, mais attendez, il y a un petit problème. Monsieur Mobutu, il était africain aussi. D'autres, ils sont africains. Donc, oui, mais madame, quand on parle africain, essayons de voir. Oui, mais madame, écoutez, je ne sais pas. Vous l'avez très bien dit d'abord. Il y a aussi une responsabilité, justement, qui doit être partagée. Mais laissez-moi vous instruire, parce que, bon, nous avons quand même des itinéraires différents. Et moi, je préfère vous dire quand même que Mobutu n'a pas eu le pouvoir qu'il a eu comme ça de sa brousse. Je ne crois pas que sa mère de sa brousse là-bas lui a légué une fortune, etc. Donc c'est un homme... On vient de le dire. Voilà, mais c'est un homme qui a été façonné délibérément pour détruire le continent africain et détruire le Congo, parce que derrière cette destruction, il y avait la part du gain qui n'a jamais été démenti de la part de certains lobbies occidentaux. C'est cela, madame, qu'il faut reconnaître. Qui continue. Mais madame, ça continue, et c'est là aussi votre combat. Il ne suffit pas simplement de pleurnicher, parce que il y a des crises. Pas, vous savez, normalement, je suis un peu plus mais vous savez que vous nous avez parfois choqués. Vous nous avez parfois choqués parce que vous aviez... les émotions, c'est pas si mauvais que ça, vous savez. Si écoutez, madame, c'est vrai, mais je crois que c'est pas bon non plus de faire de la question de réfugiés un fonds de commerce. Je crois que... Moi, je fais la commissaire à l'humanitaire. Non, mais madame... Je ne m'occupe pas de diamants, je viens de vous le dire. Oui. Donc, à chacun de faire son rôle, le politique, le sien, les humanitaires font le sien. Vous faites très bien à faire ce que vous faites. Mais essayons au moins de ne pas faire toute une grande confusion, comme quoi tout le monde devrait faire tout. Mais c'est les Nations Unies et les humanistes. Vous êtes membre des Nations Unies. Oui, mais madame, eh bien, moi, j'assume, je prends mes responsabilités, justement. Je dis ce qui ne va pas, et les Nations Unies devraient aujourd'hui cesser, je dirais, de se comporter avec arrogance et de nous mépriser en donnant des solutions qui n'en sont pas, et puis en faisant l'amalgame. Parce que jusqu'aujourd'hui, moi, je n'ai vu aucun acte courageux des Nations Unies qui disent clairement ou qui exercent des pressions sur les dictateurs déchus aujourd'hui, mais qui ont entretenu ces milices armées. On a au contraire vu des lobbies, même dans les couloirs des Nations Unies, qui encourageaient le soutien à ces milices armées. Madame, est-ce que ce n'est pas scandaleux, ça? Non, mais écoutez, mais vous révélez rien de nouveau. Le documentaire vient de dire que Mobutu, comme Bokassa, comme Amidadine, comme d'autres, comme Saddam Hussein, comme d'autres, hein, ont été soutenus, parfois créés, et mis là, parce que notre ingérence, peut-être, n'est pas tellement humanitaire, mais ingérence commerciale, on est très doué, hein, et on le fait tout le temps.
Donc, on assume très bien toute la responsabilité. J'essayais seulement de dire que probablement le moment est venu d'éviter de supporter les dictateurs, quels qu'ils soient, et donc de garder un peu de leçons du passé On va et donner la regarder parole au futur de ce point de vue-là. On va donner la parole à M. Mpeti qui demande la parole. Merci beaucoup. Donc, je voudrais quand même souligner une chose, plusieurs choses. La première, c'est qu'on parle de tout sauf des premiers intéressés, c'est-à-dire les populations congolaises, les fameux déplacés, qui ont souffert également. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, nous estimons que les humanitaires représentent aujourd'hui, à cette fin de siècle, justement un contre-pouvoir politique important, et c'est indéniable. Aujourd'hui, lorsqu'on voit des grandes institutions financières ou l'ONU, la Banque mondiale s'intéresser maintenant à ces types d'organisations, c'est qu'elles représentent cette politique de proximité, c'est-à-dire la population, la société civile. Donc, on doit quand même leur rendre hommage. Alors, dans la discussion, j'ai entendu mon ancienne collègue, Mme Kassaoubou, dire qu'il faut condamner le mobutisme. Et je suis très content qu'elle dise ça. Mais en m'interrogeant, je me dis que ce qui se passe aujourd'hui au Congo, lorsqu'on supprime les partis politiques, c'est du mobutisme. Lorsque nous n'avons plus de cadre juridique, que le pouvoir est en même temps législateur, exécutif, judiciaire, c'est du mobutisme. Lorsqu'on réprime des manifestations pacifiques, c'est du mobutisme. Lorsque on s'en prend au bien de l'Église, c'est du mobutisme. Donc, je peux encore citer des exemples. Je suis bien d'accord avec elle pour combattre le mobutisme. Je crois que vous avez saisi ce que je veux dire. On reviendra sur l'interdiction des partis politiques. Mais Monsieur Kasonga, à propos des humanitaires, vous les voyez d'une manière tout à fait différente de Monsieur Mpeti. Vous considérez qu'ils sont manipulés par les politiques? Pas toujours. Nous constatons à partir du débat présent, par exemple, que c'est un cercle vicieux. Les humanitaires peuvent être de bonne foi, parfois ils peuvent bien vouloir faire des choses, mais ils doivent admettre, ou nous constatons que parfois ils sont tributaires des dons ou des subsides qu'ils doivent recevoir du gouvernement. Et à ce titre, la crise du Rwanda ou du Congo a démontré que les humanitaires étaient obligés de se soumettre à la volonté de certains gouvernements. C'est ainsi qu'on constate, on peut prendre le cas typique de l'évolution des troupes de Kabila. Nous constatons que chaque jour, la veille ou 2 jours avant, il y avait un communiqué des humanitaires qui annonçait quelque chose et 2 jours après, il s'est passé un événement militaire. Donc vous considérez que les humanitaires faisaient des pressions politiques, si j'ose dire? Nous constatons cela. Je ne sais pas déduire s'ils l'ont fait réellement, mais nous constatons que les événements se sont passés de cette manière-là. Éric Goumard, est-ce que vous faisiez des pressions politiques quand vous dénonciez des exactions de la part de Kabila? Est-ce qu'ils peuvent le dire sur un plateau? Oui, tant mieux. Quand nous dénonçons des exactions, nous dénonçons. En soi, c'est une pression politique. Nous sortons de ce qu'on appelle classiquement la neutralité, ça c'est certain. Maintenant, monsieur touche à une question qui est l'indépendance. Je voudrais quand même donner quelques chiffres. Nous recevons environ 6% de nos budgets du gouvernement belge et je pense que M. Poncelet n'a jamais donné d'instruction à MSF pour réaliser les desiderata de la politique belge. Donc, on n'est jamais totalement indépendant, c'est vrai. Il faut, et je crois qu'on est particulièrement prudent par rapport à ça, mais attention ici aux amalgames, c'est un peu facile de dire, les humanitaires, d'abord, il y en a beaucoup de différents, c'est vrai qu'il y a des organisations plus dépendantes que d'autres, à Médecins sans frontières, nous faisons attention à cette question-là, et sont dépendants, c'est un peu facile de le dire. Mais je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, parce que j'ai entendu qu'on aurait provoquer une sorte de crise humanitaire pour donner une leçon aux Africains. Et là, j'avoue, Madame Kassaoubou, que personnellement, je suis un peu choqué par ces termes-là, encore une fois, parce que je peux vous donner des chiffres à l'appui, mais nous avons été présents dans ces camps. On a vu des femmes et des enfants se faire mitrailler. Vous savez, parmi les réfugiés qui sont rentrés au Rwanda, on les a comptés. Vous savez quelle proportion d'hommes il y a parmi eux? Il y a 31% exactement d'hommes, parmi ceux qui sont rentrés, qui ont plus de 18 ans. Ça veut dire qu'ils avaient, au moment du génocide, plus de 15 ans. 31%. Le reste, 70%, c'est qui? C'est des femmes, des enfants, des jeunes filles.